Donc, ce matin, on va voir la technologie des transistors, et en particulier des transistors bipolaires, parce que vous avez vu qu'il en existait, à travers vos recherches, qu'il en existait plusieurs types. Et donc, nous, on va se concentrer plutôt sur les transistors bipolaires. Donc là, vous devriez pouvoir répondre au questionnaire. Que signifie pour vous le terme transistor? Vous avez trois choix. Alors, ceux qui peuvent répondre peuvent le faire maintenant. Je vous laisse une trentaine de secondes. Et la bonne réponse était transfert résistor. Allez, on continue du coup. Donc le terme transistor, c'est l'acronyme de transfert résistor, ce qui nous donne le mot transistor. Alors ça, vous aviez certainement dû le voir sur Wikipédia. Les premiers transistors ont vu le jour en 1948. Le transistor est un composant qui, comme la diode, fait partie de la famille des semi-conducteurs. Vulgairement, on considère le transistor comme un assemblage de diodes en fait. On avait vu que la diode, c'était l'assemblage de deux jonctions, une N et une P, une jonction négative et une jonction positive. Et c'est dans la vidéo, je crois, c'est pas sorcier, qu'on vous explique que en fait, c'est ce qui fait que les électrons, ils circulent dans un sens, parce qu'ils vont passer d'une jonction à l'autre, mais pas dans l'autre sens, puisque le courant circule que du N vers le P. Voilà, et le principe du transistor, c'est un peu ça, on assemble deux diodes, ce qui nous donne les fameuses jonctions NPN ou PNP. Donc là, vous voyez, vous avez une image des premiers transistors, transistors à tube. Il existe plusieurs familles de transistors, ça vous l'avez vu. Chacun de ces transistors est voué à une tâche qui se résume à deux fonctions importantes. Donc on a soit la commutation, c'est-à-dire que le transistor il se comporte comme un interrupteur, soit il laisse passer tout le courant, soit il ne le laisse pas passer. Ça serait un peu un interrupteur piloté électriquement. Soit la deuxième fonction est l'amplification, où là c'est ce qu'on appelle le fonctionnement dit linéaire. On va injecter un courant sur la base du transistor, et ce courant va être amplifié de l'autre côté entre le collecteur et l'émetteur. Le transistor bipolaire est le plus répandu des transistors, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur celui-ci principalement. Et il existe plus de 20 000 références différentes de transistors, qui vont avoir à chaque fois des caractéristiques différentes. On verra ça dans les diapositives suivantes. Ok, question, combien de fonctions a un transistor bipolaire? Donc j'ai 67% de deux fonctions. Et effectivement, c'était ça, il y avait la commutation et le fonctionnement en amplification. Donc on passe à la page suivante. Quelle est la fonction qui fonctionne comme un interrupteur tout ou rien? Ça a dû s'afficher sur votre explorateur. Allez, j'ai 6 résultats, on va voir ce que ça donne. Ok, 83% commutation, 17% amplification. La bonne réponse est évidemment la commutation. Tout ou rien, c'est la commutation, ça commute. Quelle est la fonction qui fonctionne sur la partie linéaire cette fois-ci du transistor? Bon, évidemment. Donc, oui, oui, pour répondre à la question, là, le fonctionnement sur la partie linéaire, c'est bien l'amplification. Voilà. Donc, il existe deux types de transistors bipolaires. On a le transistor NPN et le transistor PNP. Vous allez voir de suite la différence. Le transistor NPN, le courant circule du collecteur à l'émetteur, on le voit grâce au sens de la flèche qui va vers l'émetteur, alors que pour le transistor PNP, le courant circule de l'émetteur au collecteur. On voit que la flèche cette fois-ci rentre dans le transistor. On a deux types de transistors, le NPN, le PNP, et donc deux symboles différents, qui sont différenciés finalement que par le sens de la flèche. Alors, diapo suivante, cliquez sur le transistor NPN. Alors, donc j'en ai trois pour l'image de gauche et trois pour l'image de droite, donc 50-50. L'image de gauche, c'est bien le transistor NPN. NPN, la flèche sort du transistor. PNP, elle rentre. Donc le transistor est un composant à trois électrodes, c'est trois broches. Les lettres repères peuvent être T. T, c'est le format européen. Donc après, il y a l'indice derrière selon le nombre de transistors.
T1, T2, T3, T4, ainsi de suite. Et ça peut être repéré aussi par la lettre Q, ça c'est plutôt le format américain. Et là, on aura donc la lettre Q avec les indices derrière selon le nombre de transistors. Ça, vous avez l'habitude, on l'a déjà vu avec la résistance, on l'a déjà vu avec le condensateur et avec la diode. On va voir le nom des trois broches, puisque chaque broche a un nom pour le transistor bipolaire. Le premier, c'est la base, d'où le repérage avec la lettre B. La base, ça va être ce qui va piloter le transistor. Pour le fonctionnement le plus simple, en tout ou rien, on injecte un courant dans la base, le transistor devient conducteur. On ne met pas de courant dans la base, il est non conducteur, comme un interrupteur ouvert. C'est notre broche de pilotage, d'accord? La broche suivante, Oui, c'est nous sommes l'émetteur. d'accord. L'émetteur, donc repéré par la lettre E. C'est par l'émetteur que va rentrer ou sortir le courant. Là, on est sur un transistor NPN, donc le courant sort de l'émetteur. Et la troisième broche qui est repérée donc avec la lettre C, c'est le collecteur. Même chose, ça dépend si on est en NPN ou en PNP. Là, dans le cadre du NPN, le courant va rentrer par le collecteur pour ressortir après par l'émetteur. Alors, en fait, dans quel cas on utilise le NPN ou le PNP? Le NPN, on va l'utiliser dans le cas où on a des tensions, où on travaille avec des tensions positives. Le PNP, par contre, sera utilisé quand on a des applications où le courant est négatif. Alors, oui, on va avoir le symbole du PNP, du coup, à côté, et on vous précise que la flèche permet de repérer l'émetteur du transistor, déjà dans un premier temps. Effectivement, là où il y a la flèche, c'est l'émetteur. Et dans un deuxième temps, ça va vous permettre de repérer si c'est un NPN ou un PNP. Comme on travaille principalement la plupart du temps avec des tensions positives, effectivement, le transistor NPN est le plus souvent utilisé. Il est plus utilisé que le PNP. Ok, on avance. Alors, quel est le nom de la broche numéro 1? Donc, soit vous pouvez répondre sur le questionnaire, soit vous pouvez répondre à voix haute. Je vous écoute. Broche numéro 1, est-ce que c'est le collecteur, l'émetteur ou la base? Alors moi, j'ai plus l'image là, c'est dommage. Mais j'ai du collecteur, j'ai de l'émetteur et j'ai de la base. Ici, la broche 1, si mes souvenirs sont bons, c'était le collecteur. Question suivante. Alors, je suis assez- Quel est le nom de la broche numéro 2? Ah, il y en a un qui a répondu rapide, hein, parce que... Ok, j'ai de l'émetteur et de la base, et là, effectivement, c'est la Ouais, base. la base, ouais. Ouais, c'est la base. Donc, dernière question, forcément. Vous avez la réponse. Quel est le nom de la... C'est Enfin, j'espère, l'émetteur. le nom de la broche Oui. 3. Ok, c'est l'émetteur. Impeccable. Donc ça, au moins, c'est rentré. Tout le monde sait que celui-là, c'est l'émetteur. C'est bien. Fonctionnement donc relativement simple, j'en ai déjà parlé un petit peu au début. C'est bien un pilotage à partir du courant, hein. C'est le courant qui va piloter le transistor. Ce petit courant qu'on injecte sur la base permet de commander une grande intensité entre le collecteur et l'émetteur. Lors d'un fonctionnement en amplification, si on injecte un courant donc dans la base, courant IB, vous le voyez sur l'image en haut, celui-ci se retrouve multiplié. C'est pour ça qu'on appelle ça l'amplification. Ça va prendre notre petit courant IB et ça va l'amplifier entre IC et IE. Ce coefficient d'amplification, on l'appelle bêta ou HFE dans les documentations techniques. C'est un multiplicateur, il n'y a pas d'unité, il n'y a rien. Ça peut être, je ne sais pas, 10. Voilà, 10. On prend le courant de base, on le multiplie par 10 et ça nous donne le courant qu'on va avoir dans IC. Donc c'est ce qu'on utilise dans un amplificateur audio, hein. On prend le signal audio qui rentre et puis on l'injecte dans le transistor et du coup le transistor va l'amplifier. Cela donne la formule IC égale bêta fois IB. C'est ce qu'on appelle un fonctionnement donc linéaire. Plus IB augmente, plus IC va augmenter aussi. Jusqu'à arriver à un moment où IC, on ne pourra plus le faire augmenter. C'est ce qu'on appelle le point de saturation. On va le voir après sur une courbe, hein. Quand on arrive à ce point de saturation, même si on continue de faire augmenter IB, IC il reste bloqué. Alors non, là on va d'abord voir le fonctionnement en commutation.
Lors d'un fonctionnement en commutation, c'est juste ce point de saturation qui nous intéresse, justement. On veut que le transistor il arrive à Ouais. saturation. Fonctionnement en tout ou rien. C'est effectivement ce qu'on appelle le fonctionnement, pour le coup, qui n'est plus linéaire. Même si on augmente IB, le courant IC n'augmente pas. Si on ne met pas de courant, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, le transistor ne conduit aucun courant de IC, et donc c'est comme un interrupteur ouvert. Si on injecte un courant IB assez fort pour pouvoir saturer le transistor, alors le transistor se comporte comme un interrupteur fermé et il laisse passer tout le courant qu'on peut mettre dans IC. Voilà, la page suivante, on va avoir le graphique. Sur la première partie du graphique, on voit qu'on est sur le fonctionnement linéaire et on voit qu'on a appliqué un bêta d'ailleurs, puisque si j'injecte un courant de 10 mA dans IB, on voit que sur IC, je me retrouve avec un courant de 1 A, ce qui fait une amplification de 100. Ça, c'est la zone linéaire. Et si je continue de faire augmenter IB, hein, entre 0,01 A et 0,02 A, donc entre 10 milli et 20 milli, je vais être dans ce qu'on appelle la zone. Alors, on voit que mon courant IC, lui, il bouge plus, il reste bloqué à 1 ampère, et c'est ce qu'on appelle la zone saturée. Voilà, on est saturé. Voilà, donc on passe à la page suivante. Ça peut jamais dépasser la zone saturée. La raison qui fait que ça ne dépasse pas la zone saturée, c'est que la zone saturée, en fait, c'est toi, quand tu vas concevoir le montage, qui va la déterminer. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir sur la page là, des caractéristiques, c'est que le transistor, il va avoir un IC max, un courant de Mhm. collecteur maximum. Si tu le dépasses, le transistor est détruit. Mais il va falloir mettre une Mhm. résistance sur le collecteur pour limiter le courant. Et c'est cette résistance, en fait, qui va fixer le courant maxi, et donc qui va fixer le courant de saturation. Mais pareil pour la base. Tu vois que là, on a un IB max, courant de base maximal. Alors, il faudra mettre aussi une résistance dans la base pour pas dépasser ce courant. Sinon, de la même façon, le transistor est détruit. Et on va avoir un VCE max. VCE max, c'est la tension qu'il va y avoir entre le collecteur et l'émetteur. Parce que quand le transistor est considéré comme ouvert, donc bloqué, c'est ce qu'on appelle bloqué quand il est ouvert, il va prendre toute la tension d'alimentation à ces bornes. C'est comme si c'était un interrupteur ouvert. Et puis on va avoir une puissance maximale, puisque un transistor, le courant circule à l'intérieur, et comme tout composant où le courant circule à l'intérieur, ça crée un échauffement, et donc il va falloir dissiper ce dégagement de chaleur. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule, vous l'avez vu. Hein. Et puis la dernière caractéristique, c'est le rapport d'amplification, ce fameux bêta, ou HFE dans les documentations techniques. Voilà, ce qui nous donne 5 caractéristiques pour le transistor. La nature et la taille du boîtier est en rapport avec la puissance dissipée. Plus il va falloir qu'il dissipe de chaleur, plus le boîtier va devoir être gros. On l'avait vu déjà avec la résistance. Et alors là, notamment pour augmenter encore les surfaces en contact avec l'air, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un dissipateur. Exactement, on va monter un Ouais. dissipateur quand on va vouloir dissiper des fortes chaleurs. En gros, au-dessus de 500 milli, donc dès qu'on arrive à 1 ampère, il faut commencer à monter des dissipateurs sur les boîtiers.